Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien. Ces peintures ont été exposées dans le monde entier, dont la Biennale de Venise. Certaines font même partie de la collection permanente du musée Guggenheim à New York. Ces romans sont traduits en plusieurs langues et ont inspiré le monde du cinéma. On se souvient d'ailleurs des Chevaux de Dieu primés au Festival de Cannes. Ces sculptures ont marqué, elles, l'univers de l'art, lauréat de nombreux prix littéraires, dont le prix Méditerranée en 2020 pour son roman Rue du Pardon. Il est aujourd'hui l'un des plus talentueux représentants de l'art contemporain au Maroc, comme à l'international. C'est un passionné des tréfonds de l'âme humaine, un saltimbanque des mots, un alchimiste hyperactif, un amoureux de la matière première, mais aussi un artiste engagé. Avec son acolyte, le cinéaste Nabil Ayouch, avec qui il lance les centres culturels et artistiques Les Étoiles dans plusieurs villes du Maroc pour élargir les horizons de la jeunesse marocaine, qu'il a à cœur de sensibiliser au monde des arts. Après avoir vécu et travaillé en France et aux États-Unis, il vit aujourd'hui à Marrakech depuis 2002, son berceau, sa ville. Et c'est dans la cité ocre qu'il choisit de planter le décor de son dernier ouvrage, Mon frère fantôme. Mahi Bin, bonjour. Bonjour Nadia, merci pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit. Alors pour ce dernier roman, Mahi, Mon frère fantôme, vous trempez encore votre plume dans l'encre de Marrakech. C'est votre médina natale, votre médina de votre enfance qui ne quitte pas vos livres. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle est la source quasi systématique de vos histoires et de vos récits ? D'abord parce que j'aime cette ville, j'y suis né, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, puis j'ai quitté le Maroc pendant 20 et quelques années. Et j'y suis retourné. Cette ville m'habite, cette ville vraiment, cette ville colorée, sympathique, où les gens rient. C'est une ville que j'aime profondément. Et voilà, je suis très très heureux d'y être retourné. Donc, tous mes livres commencent par la rue Riyad Zitoun Qadim où je suis né au fin fond de la Médina. Et donc, et tous les personnages qu'on trouve dans mes romans sont ces petites gens. Je déteste ce terme petites gens parce que c'est des gens extrêmement riches. Et c'est ces gens-là dont je fais partie et qui sont un peu dans tous mes livres. Ils sont dans tous vos livres. Cette ville vous habite, comme vous dites. On va reparler de Marrakech avant. On va s'intéresser à Kamel, le personnage central du roman, qui veut faire entrer la lumière dans sa maison. Il est polyglotte, il est sociable, il est doué d'un certain talent pour le business. Il a tout, semble-t-il, pour réussir. Et pourtant, il est habité, lui aussi, mais cette fois-ci par l'ombre d'un ennemi antérieur, si on peut le dire, ce fameux frère fantôme. J'aimerais que vous nous racontiez cette dualité permanente qu'il y a en son sein. Alors, l'idée du livre est née d'une commande. Il y a le poète Yassine Adnan qui a coordonné un livre. Il y a un éditeur américain qui a créé une collection qui s'appelle « Les villes noires ». Il y a Paris noir, Londres noir, New York noir. Noir dans le sens de polar. C'est-à-dire, il dit à ses auteurs, racontez-moi un petit polar en 15 pages et décrivez-moi un quartier de la ville. Et c'est comme ça qu'il parle des villes à travers des artistes qui vont créer des intrigues. Donc, il a fait un Marrakech noir. Évidemment, à Marrakech, on ne peut pas ne pas me convoquer pour participer à ce livre. Et j'ai fait une nouvelle qui s'appelle Délirium. Et c'est l'histoire, je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter comme polar dans cette affaire ? Et j'ai pensé à un cousin qui était guide touristique à Marrakech. Et c'était le seul guide touristique qui parlait l'allemand. Donc, à chaque fois qu'il y avait un quart de teuton, c'était pour lui. Il avait 60 personnes, il les baladait un peu, les monuments historiques, on raconte les histoires, comment on a planté la Koutoubia au cœur de la ville, c'est pour ça qu'elle a saigné et que la ville est devenue... Enfin, toutes les légendes, Et évidemment, il les entraînait ensuite au bazar.
Et là, on Tous les leur sens du vendait le tapis sur lequel Romoul Ismaïl s'est allongé avec sa favorite sur les collines de Meknès, ou le Ali ibn Tashfin, le Kandjar de Ali ibn Tashfin, avec lequel il a tué un mécréant. Voilà, enfin des salades, mais il faisait son business. Et il gagnait beaucoup d'argent. Et à midi, il allait au restaurant, dans un café qui s'appelle le Café Atlas, et il se mettait à boire des bières de midi jusqu'à minuit. Et à minuit, on n'a jamais su comment il arrivait chez lui entier, parce qu'il montait sur sa mobilette et il arrivait entier. Et donc, à la fin de sa vie, à l'âge de 33 ans, évidemment, parce que le foie, il ne faut pas... n'a pas résisté. Et il n'a pas résisté. Et il a commencé à avoir les crises de délirium très minces, c'est-à-dire des hallucinations. Et il se mettait à parler tout seul. Donc, c'est là d'où est partie la nouvelle des deux personnages. Ce sont deux personnages qui habitent dans un même corps et qui sont d'accord sur rien. Voilà. Double personnage, donc, avec ce qui caractérise Kamel, avec cette double personnalité qui est poussée à son paroxysme chez Kamel. Une contradiction qui fait d'ailleurs écho, justement, on en parlait tout à l'heure, à la ville de Marrakech, qui elle aussi est le creuset de micro-climats sociaux qui sont plus ou moins aux antipodes. Il y a une musique qui se joue comme ça entre l'intérieur intime de la ville et du personnage. Donc, quand j'étais petit, j'ai fait mes études chez les bonnes sœurs, chez Messourat, comme on dit à Marrakech. Et donc, quand j'arrivais chez les bonnes sœurs, il y avait un monde calme. J'étais propre. J'avais un tablier gris qui se fermait avec des boutons. J'avais des sandales, une raie au milieu. C'est-à-dire, il y avait les sœurs, il ne fallait pas parler fort. Donc, il y avait un monde. Et dès que je sortais, j'arrivais en Médina, à Riyad Zitoun al-Qdim, à Marrakech, j'enlevais mes chaussures et on jouait au foot dans la rue et on criait, on se tapait sur les ventres. Et en Médina, les gens vivent fort, aiment fort, voilà quoi. Donc il y a deux mondes. La dualité existe à tous les niveaux, c'est-à-dire un des personnages adore vivre dans le calme et le silence, et l'autre adore le chaos de la Médina. Donc on est toujours, il y a toujours une dualité, et cette dualité renvoie un peu à nos dualités intérieures à tous. Justement, on va en parler de nos dualités à tous, parce que c'est vrai que chacun perçoit un petit peu ce livre à sa manière. Certains parlent de tiraillement. Moi, j'ai carrément envie de dire que c'est toute la question de la condition humaine qu'on pose ici, enfin que vous avez peut-être voulu poser ici, et celle de son pouvoir à agir sur l'homme, quoi qu'il décide, quoi qu'il fasse, quel que soit le travail que lui-même fait sur lui. Est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit ? On est dans ce livre, on est un peu dans la tragédie grecque. Il y a la chute. Quels que soient les élans de vie du héros, on finit par... Et puis, on passe notre temps moi, je passe mon temps à délibérer. C'est-à-dire, nous sommes plusieurs. Nous sommes des êtres complexes. Et vraiment, il y avait le général de Gaulle qui disait... Quand je délibère, les jeux sont faits. Non, moi quand je délibère, les jeux ne sont jamais faits. Ça peut basculer d'un côté ou d'un autre. Et mes personnages, ils vivent cette dualité. Mais à part que dans le roman, on peut vraiment les faire parler, les faire se chamailler, se disputer. L'un veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite. Et il y a des luttes. Et en fait, ce sont nos luttes intérieures, ce sont les luttes de tout le monde. Ce sont les luttes de tout le monde. Vous parlez de tragédie, mais il y a beaucoup d'humanité aussi dans ce roman. Il est bouleversant d'humanité. Et justement, vous parliez de choses complexes, de la complexité justement de la vie, de l'âme humaine, de l'existence. C'est important de toucher du doigt, de saisir la nuance, la
complexité de cette existence pour vivre en harmonie avec ce monde aujourd'hui, Mahi Bin? Mais oui, parce que j'ai des histoires drôles dans cette histoire. Il y a les deux personnages. L'un est amoureux d'une fille, mais pas l'autre. Et la rédemption viendra de l'amour quand les deux parties vont s'entendre. Et c'est comme ça qu'on trouve la paix. On trouve la paix lorsque on met d'accord toutes nos contradictions. Parce que nous sommes dans un pays où on aime l'Orient, on aime l'Occident, on veut être moderne, on veut la tradition, on est compliqués, hein, nous autres Marocains. On est des êtres, comment dire, c'est des Janus. On a deux têtes. D'ailleurs, on le dit très souvent. On a une tête me dit d'aller par là, une tête me dit. C'est-à-dire, on est vraiment dans cette contradiction permanente. Cette dualité permanente. Cette dualité permanente. Et au milieu du livre, lorsque la rédemption viendra de l'amour, quand ils vont tous les deux tomber amoureux de la même fille, au départ l'un aimait, l'autre non, mais à un certain moment, ils tombent amoureux tous les deux, et là, ils vont parler d'une même voix. C'est-à-dire, l'amour va les réconcilier, quelque part. Et d'ailleurs, quand j'écrivais le livre, à un moment, je ne m'en sortais pas avec ces deux voix, et j'étais très content qu'ils s'entendent. Finalement. Finalement. Donc, ils se sont réconciliés. Alors, Mahi Bin, vous dites souvent, le poète est un intermédiaire entre l'homme raisonnable et le fou, dites-vous. Alors, cela fait longtemps, Mahi Bin, que vous explorez les âmes humaines à travers vos romans, vos peintures, vos sculptures. Ce poète, c'est vous. Est-ce que c'est ainsi que vous considérez un peu une forme d'interface qui décrypte les deux univers, des univers extrêmes, ces deux mondes, ces deux Janus dont on parlait aussi? C'est comme ça? C'est votre mission un petit peu? Oui, puis l'artiste, il est raisonnable et il est fou. Il est les deux. Et moi, je vis ces deux personnages. Kamal et l'autre. On est là-dedans, on est dans le roman. Mais tout dans ce livre est dual. Quand j'étais petit, je traversais pour aller à l'école la place Jemaa el-Fna et je m'arrêtais à la ronde du compteur. Tous les matins. Donc la place Jemaa el-Fna, le matin, le soleil, c'était ma joie, mon bonheur. Et puis je m'arrêtais toujours à la ronde du compteur. C'était extraordinaire. Il nous racontait les histoires de Antar ibn Shaddad, comment le paladin aux multiples vertus, celui qui va soutenir la veuve et l'orphelin. On était tous Antar. Et évidemment, quand le compteur n'avait pas suffisamment d'argent, ne recevait pas suffisamment d'argent, il mettait Antar en prison. Et c'était la galère. On ne pouvait pas aller dormir et laisser Antar. Et donc, les gens ne le laissaient pas partir. On vivait le conte. Moi, je suis devenu écrivain sur la place Jemaa el-Fna. Alors, le matin, je la traversais et c'était la joie. Mais le soir, en hiver, il faisait noir. Et il faisait noir et cette place-là devenait monstrueuse. Il y avait des gars avec des capuches, de la fumée, de la masse. Il y avait les serpents encore fatigués d'une journée de tortillement. Il y a les singes. Elle devenait effrayante, cette place. Et donc, on est encore dans deux mondes. Le monde de la lumière et puis le monde de l'ombre qui me faisait peur quand j'étais petit. On retrouve tout ça dans Mon frère fantôme. On va essayer maintenant d'entrer dans le monde de votre engagement, Mahi Bin, avec les étoiles, ces fameuses étoiles, ces centres culturels et artistiques que vous avez commencé à mettre en place avec Nabil Ayouch, entre autres, parce que vous avez beaucoup de partenaires. Le premier, c'était à Casablanca, à Sidi Moumen, le dernier à Marrakech. Racontez-nous un petit peu ce qu'on a commencé cette aventure après mon livre, Les étoiles Sidi Moumen, qui était publié en 2010 sur les attentats de Casablanca.
Et Nabil en a fait un film, et ça a bien marché pour nous deux. Le livre a été traduit dans 14 ou 15 langues, le film était à Cannes, primé, il était partout. Et j'ai défendu ce film, c'est-à-dire quand Nabil ne pouvait pas aller quelque part, j'allais à sa place. C'est-à-dire on a fait corps autour de ce projet, et on a gagné des sous sur la misère, et on s'est dit peut-être qu'il faut rendre ces sous à ses enfants. Et on a créé le premier centre culturel à Casa en 2013, je crois, 2012, 2013. Et comment ça se passe alors? La greffe a bien prise. Quels sont vos retours? 1000 enfants par centre, c'est ce qui est juste impressionnant. Et dans chaque centre, il y a un cinéma, une salle de musique, une salle de danse, des cours de langue, des hip-hop. Les gosses adorent le hip-hop. Voilà. Les jeux d'échecs aussi. Les jeux d'échecs, c'est incroyable. C'est-à-dire, ces enfants, au lieu de les laisser traîner dans la rue, eh ben, ils sont là et ils sont vraiment dans un environnement comme on voudrait qu'il y en ait partout. Et vraiment, pour le dernier film de Nabil, Haut et Fort, j'ai été faire l'aller-retour à Cannes, parce que j'avais envie de voir les gamins de Sidi Moumen monter les marches du festival. Ouais. Mais vraiment, c'était magique pour moi. Récompense. C'est une récompense. Magnifique. Et ils ne savaient pas que j'étais là. Et j'étais dans la salle, parce que moi, je ne faisais pas partie du staff. Et ils m'ont vu assis. Et il y a une file, ils sont venus m'embrasser un par un. Ça se paye pas, ça. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, vraiment, ça n'a pas de prix. Et donc, on a créé, ça marchait très, très bien. On a créé un deuxième centre à Tanger, à Beni Makada, les étoiles du Détroit. On est en train de réfléchir à penser à s'agrandir. On cherche un espace plus grand. Celui-là, on le loue à Tanger. Et c'est honteux pour les Tangérois. Il faudrait qu'ils nous donnent un espace. C'est le cas ailleurs. Ce qui est le cas ailleurs. Et à Tanger, on doit louer à 20 000 dirhams un local pour, voilà, pour faire... on a créé un troisième centre à Fès, les Étoiles d'El Medina, qui est très très beau, dirigé par un homme de théâtre magnifique. On a créé un quatrième centre à Agadir, et le plus beau, je vous le donne en 1000. C'est Marrakech. C'est Marrakech, c'est vraiment c'est 1000 mètres carrés à 2 minutes de Jemaa el-Fna, c'est splendide. On l'a refait entièrement. On a restauré, c'est un palais, parce que on voudrait que même ceux qui pataugent dans la boue, qui sont dans la Médina, qui n'ont pas d'avenir, et ben quand ils viennent là, ils sont dans un palais avec des plafonds sculptés. On leur apprend ce que c'est que la beauté. Et on leur dit, ça, c'est à vous. Prenez-en soin. Cet héritage. C'est votre héritage. Votre histoire. Bien sûr, bien sûr. Et ils sont heureux d'être là. Et dans chaque centre, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Et là, le 6e, ça va être, Inch'Allah, à Essaouira. On est en train d'y travailler. Et puis avec le nouveau ministre de la Culture, qui nous a soutenus beaucoup, Mehdi Ben Saïd, il est question d'en avoir beaucoup plus, beaucoup d'autres. En perspective. Alors d'autres projets, Mahi Bin, hein, vous avez aussi 2 de vos romans qui vont être adaptés en série. Oui, là on est en train de travailler sur... l'adaptation cinématographique en série, en fait. Série Netflix, j'imagine. Le Fou du Roi, Les Funérailles du Lait, Tazmamor. Ça va faire l'objet d'une série. Il y a une metteur en scène de Chili, qui s'appelle Marcela Saïd, qui a fait des choses magnifiques, qui a fait Narcos, qui a fait Lupin même, qui a eu beaucoup de succès. Donc on travaille ensemble sur une série. Ça va être très sympathique. Raconter, voilà, plein de... Moi, en tout cas, je suis très content puisqu'ils ont acheté les droits, les producteurs américains ont acheté les droits de chez Stock, et c'est parti, quoi. C'est parti l'aventure.
Une aventure à laquelle on souhaite beaucoup de succès. Quels sont les autres projets en perspective, Mahib Bin? Vous êtes déjà sur votre prochain roman, me semble-t-il. Oui, j'ai commencé. C'est-à-dire, dans tous mes romans, on retrouve ma mère. Elle est partout. Mais elle n'a pas un roman à elle. Alors ma mère, c'est un personnage assez romanesque. C'est une femme secrétaire, seule. Mon père s'est barré quand j'avais 3 ans. Elle a 7 enfants et elle s'est battue vraiment. Elle s'est mise à faire des études à l'âge de 40 ans et elle a réussi. De secrétaire, elle est devenue chef de service et elle a fait de ses 7 enfants des gens bien. C'est-à-dire, mes 3 sœurs sont toutes professeurs à l'université. Mon autre frère est à New York, qui réussit dans les affaires. Sinon, à côté de ça, il y a les expos. En ce moment, il y a une expo à Paris, il y a une expo à Kassel, la Documenta de Kassel, qui est une foire très importante. Et il y a une expo marocaine très belle au musée Cobra à Amsterdam. Donc voilà, la peinture, il y a toujours des expos à gauche et à droite. D'actualité, toujours. Oui, ça c'est toujours, j'ai besoin de ça. Ça me fait vivre. Tout Je ça. ne me suis pas trompée quand je dis que vous étiez un hyperactif alchimiste. Oui, quelqu'un qui se lève tôt le matin. Et quand je calcule, je trouve qu'il y a plus de 24 heures dans la journée. Parce que déjà, les centres, ça me prend pas mal de temps. Après, il y a la sculpture, la peinture, les romans. Mais c'est ma vie. C'est une vie que j'ai choisie. Exactement. Et le dernier s'appelle Mon frère fantôme aux éditions Le Fennec, donc au Maroc, mais également en France, aux éditions Stock, cette fois-ci. Un ouvrage qui a été très apprécié déjà à l'international, Marie. Oui, on est déjà à la 4e traduction. Et ça fait juste 2-3 mois qu'il est sorti. Il est sorti en mai 2022, là. Oui, en mai. Il est sorti en mai. Et là, on a eu beaucoup de chance avec ce livre. En général, les traductions viennent 1 an, 2 ans après. Et là, ça a été rapide. Voilà. Donc, je suis très content. Même si c'est un livre sur lequel j'ai eu beaucoup de doutes. C'est ce que j'allais vous dire. Pourtant, vous avez eu des doutes sur ce livre. Quel genre de J'ai eu des doutes. Je ne sais pas si c'est cette histoire de double, ces 2 personnages qui parlent l'un avec l'autre. Il y avait un livre d'Alberto Moravia qui s'appelle Moi et lui. C'est un livre incroyable et il parle avec une partie de son anatomie pendant tout le roman et je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai eu beaucoup de doutes sur ce livre. Et finalement, il est bien reçu. Il y a eu une couverture médiatique en France magnifique et au Maroc aussi. Et voilà, parce que je suis là avec vous. Beaucoup de doutes et beaucoup de succès. Oui, donc, oui, ça c'est la vérité. Quoi, l'équation, la corrélation, elle est voilà, évidente. Merci beaucoup, Marie Bin. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été avec nous pour donc Mon frère fantôme, cet ennemi de l'intérieur. Je le remontre à nouveau. Mon frère fantôme, édition Le Fennec, édition Stock en France. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine.